Notre consultant militaire, l'OTAN a donc refusé la zone d'exclusion aérienne, mais il y a des armes qui sont livrées à l'Ukraine, en tout cas par les Européens. De quel type d'armes s'agit-il ? Alors tout d'abord, quand on parle de, effectivement, l'OTAN a refusé en termes d'organisation défensive, et ça a été rappelé par Stoltenberg, à savoir que, bien évidemment, en tant qu'organisation, elle ne pouvait être partie au conflit, c'est expliqué aussi Anthony Blinken. En revanche, les alliés, de manière individuelle, se sont entendus effectivement pour livrer du matériel de guerre aux Ukrainiens. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut ici comprendre. C'est en fait ce dont manque l'Ukraine. C'est à la fois des équipements défensifs, c'est-à-dire des casques, des gilets pare-balles, des équipements dont les forces ukrainiennes ont besoin parce que c'est un conflit de haute intensité, c'est-à-dire avec des pertes, avec la nécessité de recompléter. Et puis on a tout simplement les équipements dont on a besoin pour tout simplement faire la guerre. Et là, on parle à la fois de munitions, on parle aussi, parce que c'était très populaire, à la fois de missiles anti-chars et de missiles anti-aériens. Missiles anti-chars, puisque on se retrouve face à des unités lourdes, des unités blindées, des unités mécanisées, et que, bien évidemment, les Ukrainiens cherchent à compenser là-dessus leur faiblesse en détruisant les unités russes qu'ils affrontent. Et puis, la contestation du ciel se fait de plus en plus par l'usage de missiles anti-aériens, ce qu'on appelle des Stinger, par exemple. Là, c'est pour contester la supériorité aérienne à Moscou et éviter justement que dans des actions coordonnées entre l'armée de l'air russe et les forces terrestres, on puisse avancer trop rapidement, capturer des centres urbains, capturer des centres logistiques. Donc elles sont suffisantes pour éviter par exemple la prise de Kiev, ces armes ? Alors, sont-elles suffisantes ? En fait, il y a deux problèmes. C'est déjà où est-ce qu'elles arrivent, par qui est-ce qu'elles sont prises par qui elles sont effectivement prises en œuvre, où est-ce qu'elles sont conduites, parce que ça vous aura pas échappé qu'on a finalement une guerre sur trois fronts. Il y a le nord et le nord-est, en gros la zone qui va de Kiev jusqu'à Kharkiv. Vous avez le Donbass, mais le Donbass c'est loin. Quand on est à Lviv et s'il faut aller jusqu'aux portes de Donetsk, il y a quasiment 1500 km dans une zone qui est quand même de guerre. Et puis vous avez le sud où les forces sorties de Crimée ont pris Kherson, avancent peut-être vers Odessa. Et donc quelque part vous avez un enjeu. Sont-elles suffisantes ces armes? Probablement peut-être sur un endroit. Ça peut rendre en tout cas difficile, rendre plus difficile la prise d'une ville, par exemple. Ça peut rendre difficile, mais là encore, il y a une dernière dimension qu'il faut jamais négliger. Avoir des armes, c'est bien, savoir s'en servir, c'est mieux. Et donc, là encore, un entraînement militaire, et on a vu hier les questions qui se posaient autour de la mobilisation des troupes ukrainiennes, eh bien, vous avez des reportages qui montrent que tous les hommes qui sont mobilisés ne sont pas intégrés dans des unités de combat. Uniquement ceux qui ont une formation et un entraînement déjà avant le sont, justement parce que pour se servir d'armes, on ne peut pas se permettre de perdre du temps.